Bonsoir à toutes et à tous. Je t'expliquerai. Merci d'être venus nombreuses et nombreux chez Caribe ce soir donc pour accueillir Arnaud Bertina et Carole Zalberg. J'aurais dû dire Carole Zalberg et Arnaud Bertina, mais c'est l'ordre alphabétique qui l'a emporté. Oui, mais là, si tu avais fait ça, ça aurait été quand même un petit peu... Carole Zalberg et Arnaud Bertina. Je veux dire, tu peux dire tout ce que tu veux, t'es chez toi, mais enfin, quand même. Ça aurait donné le ton, disons, de la soirée. Bon, on est très heureux de vous recevoir ce soir. Donc Arnaud, c'est pas exactement la première fois, mais c'est la première fois assis confortablement à une table. C'est vrai. On n'est pas en train de se balader un samedi après-midi de salon du livre dans la librairie, au moment du boycott. Et donc Carole, c'est la première fois, même si tu as déjà eu la gentillesse de venir pour un certain nombre de rencontres. Pas la gentillesse, c'est la curiosité, l'intérêt. Donc si on vous a réunis ce soir en fait pour deux livres qui partagent un certain nombre de choses en commun et qui sont bien entendu en même temps très différents. Donc numéro d'écrou 36 25 73 ou 362 573. Et puis après je dirais plus que numéro d'écrou. Ouais, tout le monde dit ça en fait, c'est vrai qu'on ne dit jamais le numéro. Non, en plus pour avoir écrit quelques billets sur numéro d'écrou, ça m'agace toujours d'être obligé d'aller regarder sur internet à chaque fois pour retrouver le numéro, parce que j'ai absolument pas réussi à le retenir même au bout d'un an. Et Feu pour Feu, donc, que voici, qui est paru il y a 3 mois, enfin ça va faire 3 mois. Donc on va Marianne et moi, vous dire quelques mots en fait sur chacun des deux livres, avant ensuite de passer en fait sur certains thèmes qui soit rapprochent énormément ces deux livres, soit les différencient, enfin, en tout cas permettront d'avoir une discussion que je souhaite de tout cœur intéressante. Donc commençons cette fois par Carole avec Feu pour Feu. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un petit livre qui fait seulement 70 pages. Mais c'est un grand texte qui est extrêmement poignant. Donc Carole est partie d'un fait divers où des adolescentes dans une banlieue difficile avaient mis le feu à une boîte aux lettres dans un immeuble, comme sûrement un acte de vengeance contre un fait dérisoire. Et donc en fait cette querelle de pacotille est devenue un fait tragique puisqu'il y a eu un incendie et il y a eu plusieurs victimes dans l'immeuble. Donc le livre... c'est après un drame similaire qui a impliqué sa fille. Feu pour Feu, c'est l'adresse d'un père donc, à sa fille, Adama, qui est une gamine écorchée vive, sans repère. Et dans cette adresse, le père revient dès le départ sur son passé, une sorte de tragédie originelle qui était l'incendie et la guerre qu'il y a eu dans son village en Afrique, et sa fuite dans laquelle il a emporté sa fille qui était âgée de seulement quelques jours contre sa peau à lui. Et donc il raconte cette fuite, il raconte le cheminement vraiment terrible pour réussir à passer les frontières, pour arriver à immigrer en Europe et à finalement arriver et vivre dans une banlieue triste et délabrée. Donc en fait dans ce texte le père dit enfin tout ce qu'il a tué, ce passé qu'il a étouffé, parce qu'il voulait oublier l'horreur, il dit le souvenir poignant de sa femme, donc la mère d'Adama, il parle de la dérive de son fils, il parle de l'exil, de la peur, de l'errance et du désespoir face à la porte close de ce qui est appelé ici le continent blanc, et de l'enfance sans horizon pour sa fille dans cette cité délabrée. Et enfin l'abîme de ces deux corps qui étaient peau contre peau, au moment de l'exil, l'abîme qui s'est creusé entre sa fille et lui. Au cœur de cette adresse, donc du père à sa fille, vient s'immiscer la voix de la fille, Adama. Et elle est là comme une langue étrangère. C'est le langage brut, pauvre, d'une bande d'adolescents qui tournent autour de leurs obsessions, qui sont autour de leur look, de la mode, des amours d'adolescentes, et puis de cette vengeance dérisoire et tragique. Donc en fait la voix d'Adama dans le récit met des mots sur le gouffre qui sépare maintenant la fille de son père. Et alors le père qui lui rêvait d'un nouveau commencement, et c'est pour ça qu'il avait tué tout ça, il peut que constater la chute de sa fille, celle qu'il a voulu préserver, et c'est un peu comme une répétition, une boucle, un retour du passé. Donc c'est un très très beau texte, d'une densité vraiment extrême, incroyable, sur l'exil et la séparation. Voilà, donc numéro d'écrou, 362-773.
partage le fait qu'on parle... d'abord, ça part aussi d'un fait divers, si on peut dire, qui est le destin assez tragique en fait d'un immigré clandestin. Donc ça parle d'immigrés clandestins. Alors Arnaud nous en dira peut-être un mot tout à l'heure. En fait, le fait divers a été décalé. C'est-à-dire que le numéro d'écrou n'est pas du tout la transcription en fait de l'histoire, mais justement il y a différents décalages qui ont été introduits, qui ont un certain sens, une certaine volonté. Mais en tout cas, l'histoire est d'une terrible banalité, quoi. C'est un immigrant clandestin il y a un Malien, il y a un Algérien qui noue une amitié un peu curieuse, très pudique, mais très forte, en se rencontrant dans des choses qu'on a souvent du mal à imaginer. Je pense quand on n'est pas immigré clandestin, c'est-à-dire quand on doit marcher en fait des kilomètres en banlieue pour aller d'un endroit à un autre, parce que prendre les transports en commun, c'est s'exposer à des contrôles, tout simplement. Et donc, il y a beaucoup de marche à pied dans ça. Et donc, ils ont leur histoire, ils survivent, ils vivent même en France malgré leur statut. Et puis, diverses circonstances font qu'à un moment, l'un d'eux, même s'il fait tout pour encaisser en fait tout ce qui est désagréable, oppressant, terrible en fait dans cette vie, puis à un moment, il n'y arrive plus et il se met donc à faire peut-être, on ne sait pas, en tout cas, il est emprisonné. Et puis, puis il attend son jugement. Il l'attend tellement longtemps, en fait, plusieurs années, qu'il finit par se suicider en fait avant d'avoir été jugé. Donc voilà, donc c'est un gros spoiler. Avec l'accord de l'auteur. Parce que, en effet, de même que le fait qu'il y ait un incendie de boîte aux lettres dans Feu pour Feu, ou qu'il y ait un suicide en prison dans Numéro d'écrou, c'est des faits qui sont centraux, mais c'est pas des éléments de suspense, au contraire, c'est des faits qui structurent l'ensemble depuis l'origine. Moi, c'est un livre qui m'a énormément remué. On va y revenir parce qu'il parle de thèmes qui allient de façon tellement forte des choses qui sont de l'ordre du ressenti intime de la vie quotidienne et puis d'une dimension très fortement politique qui sont les questions d'immigration clandestine et de clandestinité. Alors c'est aussi un livre qui est étonnant, et moi je ne suis pas du tout familier de ces choses-là, on en dira un mot tout à l'heure. C'est un livre qui est publié au Bec en l'air, qui n'en est pas à son coup d'essai, et Arnaud en avait fait un déjà avant, La Borne SOS 77, qui associe le travail d'un photographe, ou d'une photographe, à celui donc d'un écrivain. Et il y a évidemment une résonance particulière, il y a un échange qui se fait entre le texte et l'image, et je pense qu'on en dira un mot tout à l'heure. Donc voilà, c'est un livre qui est évidemment émouvant, mais qui est aussi d'une immense subtilité, en fait, pour dire un certain nombre de choses, ou pour provoquer chez son lecteur un certain nombre de choses. Il y a la création d'un personnage, d'un tiers, en fait, parce que je crois qu'il faut un tiers pour ça, qui est un musicien, en fait, et qui joue un rôle assez essentiel, en fait, à mon avis, dans Numéro d'écrou, on en dira peut-être un mot tout à l'heure. Enfin, en tout cas, c'est un très beau livre, comme Feu pour Feu, et donc on est très content de voir les deux ce soir. Donc du coup, on va vous proposer une première question, tous les deux, plutôt un thème, en fait, pour vous proposer de nous parler. Avant, en fait, ces deux livres, en fait, vos deux livres précédents, on va en dire un mot. Alors, à défaut d'Amérique, je vais en dire un mot, mais c'est tellement bien vendu, en fait, ces derniers jours qu'on n'en a plus qu'un. Donc, voilà, c'est dommage, parce que je pense qu'il y aura une foire d'emploi. Je vous, je me prononcerai tout de suite. Oui. Ah, voilà, déjà deux qui battent. Mais, à défaut d'Amérique, c'est une autre face de l'immigration, du voyage, parce que bien entendu dans l'immigration clandestine il y a cette dimension du voyage, de l'arrachement, de l'exil, et puis de la transformation que subit l'être humain en fait dans ce processus. Dans Un défaut d'Amérique, on n'est pas dans l'immigration clandestine, on est au contraire dans la multi-émigration en fait venant de la diaspora juive à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Donc entre ceux qui avaient quitté l'Europe à temps et ceux qui par miracle ou presque ont survécu et ont pu quitter l'Europe après, il y a une famille en fait qui s'est retrouvée dans une situation où à la fois évidemment il y a un ancrage dans le passé en Pologne et en France
assez monstrueux. Et puis il y a le Nouveau Monde, enfin les États-Unis, l'Afrique du Sud, et tout ça résonne d'une façon assez particulière, mais on est quand même dans des questions d'exil, et quel sens en fait a cet exil, enfin, est-ce que le passé il a un poids, est-ce que c'est le bon poids, et le passage derrière à Feu pour Feu, alors dans une situation très différente, je pense que c'est, voilà, ce serait intéressant Carole que tu me dises comment s'est fait ce passage, et de même, avant d'écrire Numéro d'écrou, donc tu as fait un roman il y a 2 ans, 3 ans, Arnaud, Je suis une aventure. Alors là, qui parle pourtant de quelque chose de très différent, parce que ça parle de tennis en fait. C'est un reportage sur un Roger Federer, qui n'est pas Roger Federer évidemment, parce qu'il y a notamment la transcription très détaillée d'une finale qui se passe absolument pas comme la vraie finale s'est passée, très minutieuse. Le gagnant est quand même le même. Le gagnant est le même, mais le match n'a pas du tout le même déroulement. Pas du tout. Mais il se trouve que Je suis une aventure porte bien son titre, hein, c'est vraiment une façon dont le voyage en fait transforme en fait la personne qui le suit. Même si ce voyage au départ est pour suivre des tournois de tennis, après ça ne l'est plus. Et il y a un épisode en fait de passage par le Mali, notamment, puis la Mauritanie et le Sahara ex-espagnol et le Maroc. Donc il y a un périple africain qui résonne étonnamment ensuite avec le Numéro d'écrou, même si on est dans des situations très très éloignées. Donc voilà, la question c'était pour vous, comment s'est fait ce passage en fait, comment sont venus Feu pour Feu et Numéro d'écrou dans vos préoccupations? Déjà, je voudrais revenir sur cette histoire de clandestinité, parce qu'en fait, effectivement, c'est pas du tout le même type d'immigration, ce sont quand même des gens qui vont être rattrapés par une forme de clandestinité et qui n'arrivent pas en France en tant que clandestins, mais en tant que migrants qui choisissent de vivre ailleurs pour des raisons qui sont pas vraiment de leur fait, quand même pour se mettre à l'abri aussi, et qui à un moment donné se retrouvent dans une clandestinité. Donc c'est quelque chose qui était déjà quand même présent et auquel j'avais beaucoup réfléchi. Qu'est-ce que c'est qu'être en quelque sorte interdit de visibilité, d'existence officielle dans un pays, surtout quand on a été parfaitement intégré là où on vivait, une vie construite, une famille, des choses qu'on a, des biens, enfin peu importe, un ancrage qui tout d'un coup... Notamment du fait que l'un des personnages répugne à prendre le maquis justement, alors même que une sorte de bon sens ou d'intuition semble militer pour, dit oui mais non, moi je suis intégré, je suis français. Oui, mais quand on est, si on essaye de 2 secondes de se mettre dans cette même position, même quand on voit les menaces qui montent, on n'a pas envie d'y croire. Et moi, c'est une question que je me suis vraiment très 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 souvent posée. Est-ce que j'aurais ce courage-là de tout abandonner, de tout recommencer? C'est un courage immense et qu'on ne mesure pas, et énormément de gens sont constamment confrontés à ça aujourd'hui, et c'est vraiment, je pense, une dimension qu'on n'a pas en tête quand on voit tout ce que ça... je pense que la plupart des gens voient ça comme quelque chose qui vient s'imposer et qui est presque comme une facilité, enfin pas toujours, c'est vrai qu'il y a des situations plus ouvertement dramatiques quand on fuit un conflit armé, mais globalement je pense qu'on se dit, bon, ils viennent chercher abri, asile, mais une situation plus facile à vivre. Et en fait, on oublie complètement ce que c'est que cet arrachement, le fait de tout quitter, y compris sa famille, souvent sa famille, les siens, les gens avec qui on a grandi, qui vous comprennent, qui parlent la même langue. Enfin, il y a aussi cette histoire de langue. Bref, donc c'est quelque chose qui était déjà... en fait, il y a plein de choses qui étaient déjà dans Un défaut d'Amérique. Et d'ailleurs, la première graine de Feu pour Feu, elle est ancienne, puisque ce fameux fait divers, c'était il y a une dizaine d'années. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et c'est vraiment quelque chose qui m'avait absolument bouleversée. J'avais absolument pas pensé écrire là-dessus. Ça n'empêche que c'était là, que ça germait doucement, et il a fallu en fait l'autre élément déclencheur qui était ces images de clandestins à Lampedusa, de naufrages, et notamment cette
très belle image d'un bébé qu'on passait au-dessus des flots, pour que tout ça se mette en place et déclenche l'envie d'écrire Feu pour Feu. Et j'ai eu l'impression d'aller très loin, enfin de m'éloigner complètement de mes motifs et obsessions habituelles. Et en fait, alors bien sûr que j'avais conscience d'écrire encore sur l'exil, sur le mouvement, c'est vraiment quelque chose, les trajectoires, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment tous mes livres. Mais il y a d'autres choses que j'avais pas vues du tout. En fait, il y a beaucoup de gens qui, en lisant Feu pour Feu, ont vu les rapports père-fille, hein, enfin, donc la filiation, les rapports peau à peau qui sont très présents dans la mer horizontale notamment, et qui sont quelque chose, c'est vrai, qui me travaille beaucoup. Et donc en fait je me suis pas tant éloignée que ça, et c'est venu très naturellement, et comme souvent je pense que même si comme on passe par soi forcément, il y a des liens très profonds et très évidents finalement quand on déplace un peu le regard sur le texte. Moi, le lien est bizarrement, il est moins consubstantiel. Et j'avoue aussi que j'oublie maintenant un peu facilement, et je crois que j'ai été presque surpris quand tout simplement on m'a rappelé que dans Je suis une aventure il y avait ces 200 pages au Mali, et que là c'était sur un Malien, donc ça semblait totalement évident, et puis en fait je pense que c'était pas du tout, je sais pas trop si j'y ai pensé, si je m'en suis rendu compte moi-même. En fait la gestation elle est très différente, c'est parce que quand j'ai eu terminé La Borne dans la même collection, comme ça c'était tout le travail avec l'éditrice avait été vraiment très magnifique, quoi, très amical, très sérieux, c'était vraiment un plaisir de travailler avec elle. Donc tout de suite il y avait l'idée de peut-être faire quelque chose d'autre, et il se trouve que la photographe en question, Anissa Michalon, était lancée depuis 5, 6, 7 ans déjà dans ce travail sur la communauté malienne de Montreuil. Or, c'était un travail qui était devenu totalement tentaculaire au fil des années, parce qu'une fois qu'elle a eu épuisé l'idée de photographier Montreuil, c'est-à-dire les foyers de Maliens à Montreuil, c'est connu que Montreuil, il y a une communauté malienne très importante. Elle a commencé à aller au Mali voir les villages, deux ou trois villages, voilà, importants pour les hommes de Montreuil. Bref, tout d'un coup, pas tout d'un coup, mais au fil des années, elle s'est retrouvée face à une matière colossale, quoi. Donc elle savait plus du tout par quelle boule prendre. En plus, c'était un travail collectif avec une autre photographe, donc elle était très perdue. Or, elle n'avait pas de publication, pas d'exposition, etc. Donc moi, je m'étais un peu mis en tête pas de l'aider, c'est pas exactement ça, mais bon, en lui proposant qu'on fasse ce livre ensemble, je me disais, voilà, on va extraire ça. Et donc, on va extraire quelque chose. Et donc, extraire quelque chose, c'était extraire la vie d'Idriss, avec qui elle était devenue, dont elle était devenue proche, et donc qu'elle avait un peu plus photographié que d'autres hommes. Et voilà, donc on a isolé les photos qui le concernaient lui, qui concernaient son village, qui concernaient sa famille là-bas. Et il se trouvait on était d'autant plus aidé que Idriss s'est suicidé en 2006, donc au moment où on lance le livre, il est déjà mort. Donc on avait en plus une histoire qui était en quelque sorte terminée, quoi. Et voilà, et donc en fait alors je n'ai pas donc pensé consciemment au lien avec Je suis une aventure. En revanche, la question de l'immigration, la question des réfugiés, c'est une question qui est dans pas tous mes livres mais presque. Elle est dans Le Dehors qui est le premier, puis elle se retrouve dans d'autres. Elle est évidemment beaucoup dans Anima Motrix, et elle est aussi à l'horizon de Je suis une aventure, qui est pourtant un livre effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, a priori sur un sujet différent, etc. Mais sauf qu'à chaque fois le sujet c'est toujours une identité en mouvement. Tous mes personnages, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire comment remettre mon identité en mouvement, le rapport que j'entretiens avec cette identité, comment le remettre en jeu, comment faire pour qu'il résiste aux forces de fixation, et voilà. Donc à ce titre-là, évidemment, la figure du réfugié, c'est ce que vient de dire Carole, la figure du réfugié, c'est celle qui le met en jeu de la manière la plus violente, la plus radicale, la plus contrainte, la plus dure, etc. Donc voilà. Je vais dire un tout petit mot sur la bande 77, parce que je m'aperçois que je ne l'ai pas mentionné, et puis on n'aura pas nécessairement l'occasion d'y revenir. Donc
c'est effectivement un travail donc, également de jeu avec le travail d'un photographe. Et en 2 mots, parce que c'est une œuvre d'une grande richesse sous ses 75 pages, il faut imaginer donc quelqu'un qui est... Cette magnifique friteuse. Il faut imaginer quelqu'un qui surveille en fait le périphérique parisien donc par les caméras du centre de sécurité, et puis qui un matin, enfin un soir plus exactement, voit dans un angle mort en fait d'une caméra un truc vraiment bizarre, et donc il découvre qu'il y a un SDF qui s'est installé dans un endroit invraisemblable entre une bretelle de périph' et une rampe d'accès, un endroit où normalement, c'est dangereux d'aller là, et puis c'est difficile d'accès, et qui a commencé à y installer un campement. Et en fait, le type est pris de curiosité, et puis par ailleurs, on suit... et là, il y a un travail, on y reviendra aussi sur les langages, parce qu'on suit ce qui se passe dans la tête de ce SDF. Et ces cours, c'est très dense, c'est vraiment la rencontre qui aura lieu ou pas, d'ailleurs, entre ce narrateur et ce SDF, autour de l'aménagement, en fait, de cet endroit complètement improbable sur 30 mètres carrés ou 40 mètres carrés de bout de trottoir, enfin pas de trottoir, justement, de no man's land, en fait, dans le périph'. Et c'est assez fascinant. Et là, il y a un travail, mais on en parlera tout à l'heure, justement, qui est différent de celui du numéro d'écrou, sur le lien, en fait, entre l'image et le texte. Par rapport à ce que vous disiez, cette question, c'est joliment dit, de l'exil, de la transformation qu'apporte le voyage, qu'il soit voulu, recherché, ou qu'il soit forcé, qu'il soit une fuite. C'est quand même quelque chose qui est très intime, et vous le traitez d'une façon qui est très intime, en étant très proche de vos personnages, vraiment dans leur intimité, alors que l'immigration, et en particulier l'immigration clandestine, depuis un paquet d'années, mais de façon flamboyante depuis qu'un certain ministre de l'Intérieur s'est décomplexé, c'est devenu un sujet politique extrêmement fort, quoi. Donc comment vous vous y prenez en fait pour écrire de l'intime en fait au milieu d'une violence politique potentielle énorme? Justement, en collant à l'intime, je pense que pour moi c'était le seul moyen d'oser aborder ça, parce qu'évidemment qu'on se pose la question de la légitimité, de la décence par rapport à ça. Moi je me suis posé en tout cas cette question-là. Et à partir du moment où ce qu'on cherche à restituer, c'est, et alors évidemment sans garantie d'être dans la justesse, mais ça on ne l'est jamais, c'est ramener toujours à l'individu, à ce cas-là, à cette trajectoire-là, c'est ce qu'on en imagine en tout cas, ce qu'on en invente. Et à ce moment-là, peut-être que ce qui naît du texte est très politique, mais on n'est pas du tout au départ dans cette... il n'y a pas de discours, il n'y a pas de... c'est juste observer, se mettre en quelque sorte dans les pas en l'occurrence de cet homme-là, du père d'Adama, et de voir tout ce que ça produit, que ce soit en termes de souffrance, de réinvention, de rapport à une terre, à un territoire, à une langue, etc., etc., et de suivre ça. Moi, j'ai été vraiment... c'est vraiment un texte qui s'est construit au fur et à mesure, pas à pas, où en fait, chaque phrase s'emboîte dans l'autre, et je suis ça. Je n'ai pas d'autre moyen que de faire ça. Et j'aurais pas pu l'aborder du global vers je suis vraiment partie de l'intime dès le départ. Mais c'est une forme de pari, toujours. C'est sa vision, ce qu'on en ressent, ce qu'on en perçoit, et puis de toute façon, encore une fois, même si on s'inspire de témoignages, j'ai lu des choses, puis de toute façon, on baigne dedans, il suffit d'écouter un peu, de regarder, mais encore une fois, ça passe, c'est toujours après, ce qu'on en a gardé, ça passe toujours par ce filtre-là, donc je pense qu'on ne peut pas prétendre écrire loin de soi, de toute façon. C'est une illusion, il me semble. On peut produire un décalage par le texte, en rendant les choses très complexes dans la narration, mais
mais ça reste ce qui s'est produit à l'intérieur et qu'on va réussir à restituer. Oui, c'est ça. En fait, c'est presque peut-être un tout petit peu obligé, en fait. C'est-à-dire d'être dans cette focale très courte, parce que sinon, le risque du discours, il est encore plus évident. Par exemple, si donc le seul moyen d'être au plus près de quelque chose d'ambigu, de complexe, etc., c'est justement de coller à la peau de quelqu'un et soit de ramener, soit de débusquer des détails qui seront tout le temps sidérants parce que c'est pas du tout nos vies. Je veux dire, quel que soit notre militantisme, notre activité en association, etc., c'est pas nos vies. Et donc l'image qu'on s'en fera sera toujours un peu plus simple, etc. Alors que si on fait un truc par exemple sur la présence chinoise en Afrique, c'est-à-dire si on se place comme ça, un plan comme ça très général, alors on va dire des chiffres, on va dire des contrats, on va dire la corruption, etc. Et en fait, on dira moins que si on raconte que le pont de l'amitié sino-malienne, qui est le 3e pont de Bamako, il a été construit avec des bagnards amenés de Chine, et que ensuite, une fois le pont terminé, avec évidemment des dizaines, des centaines de morts, parce qu'on n'en avait rien à faire, ceux qui étaient encore vivants, on les a lâchés dans la nature, on les a évidemment pas ramenés en Chine. Et donc ils ouvrent des épiceries dans Bamako. Et ils ouvrent des épiceries dans Bamako avec des enseignes chinoises. Donc si on fait le parcours d'un bagnard comme ça, on va dire 100 fois plus de choses, et surtout on va être au plus près de la perturbation pour le bagnard et de la perturbation pour les Maliens de Bamako, qui voient cette petite épicerie s'ouvrir, avec quelqu'un qui aura eu une vie ultra violente et qui obligatoirement va ramener certainement quelque chose de cette violence dans sa nouvelle vie libérée dans Bamako. Et c'est comme toutes les histoires de colonies, la France en Nouvelle-Calédonie, la France en Algérie, enfin, c'est à chaque fois la même chose, on peuple ça avec des bagnards, etc. Donc en fait, plus on suit le parcours de quelqu'un, plus on a la chance d'éviter d'être dans un éditorial de journal et d'être dans quelque chose de plus diffus, plus complexe, plus riche, plus surprenant, quoi. Et peut-être à ce moment-là, c'est le détail que tu relevais, pour moi, pour le coup, j'y tenais, tu vois, c'est-à-dire quand tu dis, voilà, ils sont obligés de marcher entre Boissy-Saint-Léger et Créteil, pour pas... oui, ça, mine de rien, voilà, ça, c'est un truc, c'est pas grand-chose, mais ça peut suffire, en fait, à tout d'un coup émouvoir quelqu'un. C'est-à-dire, quelqu'un qui... parce qu'on peut le ressentir. Parce qu'on le ressent, tout d'un coup on s'imagine que tous les jours on va faire 10 km à pied pour aller choper le bus où il y a moins de contrôle, etc. Et donc tout d'un coup quelqu'un qui ne se sentait pas particulièrement concerné, c'est bête, hein, mais par un tout petit truc comme ça, alors que sinon on pourrait lui raconter la vie de ce type qui est 100 fois plus sidérante que ça. Mais on lui raconte un petit truc très concret et tout d'un coup... C'est une porte d'entrée en fait. Ouais. Mais c'est aussi ce qui se produit même à l'intérieur de ton texte, entre les personnages, parce que le narrateur au départ, il y a une espèce de... Il le dit, il est agacé, il y a une sorte, ça frotte quoi. Et en fait, en le côtoyant, en rentrant aussi, finalement, en étant de plus en plus proche de lui, par la force des choses, la compréhension s'installe et il est touché par lui. Donc c'est vraiment à double niveau de ce point de vue-là. Avant de passer à la question suivante, en fait, mais je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez, parce qu'après je suis pas sûr qu'on reviendra sur cette dimension politique, et je voulais mentionner en fait une auteure très différente de vous deux, puisque c'est une Sénégalaise qui en est à son 9e roman, tous publiés soit chez Présence Africaine, soit chez l'Harmattan, soit en Afrique, maintenant à Dakar, qui est Ken Bouboul, et dont son dernier roman vient de sortir, en fait, qui s'appelle Aller et Retour. Et je ne vais pas le raconter en détail, puis c'est long, puis c'est compliqué, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle insiste sur une chose qui fait un peu le pont entre vos deux types de réfugiés, en fait, dans Feu pour Feu et dans Numéro d'écrou, qui sont quand même un peu différents, avec une différence justement, je pense, qui est là dans les interstices de votre narration, qui est un fait politique majeur, en tout cas c'est extrêmement exploité en politique. Dans un cas, il y a quelqu'un qui serait normalement recevable en tant que réfugié politique, parce qu'il fuit quand même une guerre civile, mais son village a été incendié, sa femme tuée, s'il n'avait pas fui avec sa fille accrochée, il serait vraisemblablement mort, alors que le Malien, lui, est un réfugié économique, entre guillemets, qui est une forme d'immigration qui est considérée comme infiniment plus répréhensible aujourd'hui,
Et ce qu'introduit Ken Bougou, je trouve qu'intéressant, c'est ça ne dit pas son nom, mais c'est transparent, ça part du Sénégal. Et c'est qu'en fait, cette immigration économique, au fil de 30 ans, et le Sénégal est assez emblématique, puisque c'était là, l'ex-colonie française qui était la plus en pointe, avec un peu le Dahomey devenu le Bénin, mais la plus en pointe en fait en termes justement de pré-intégration, et celle à qui a le plus coûté en fait probablement le choix de l'indépendance, que cette immigration économique en fait est devenue socialement, et c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans Numéro d'écrou et dans Je suis une aventure, c'est presque forcé. C'est-à-dire que quelqu'un qui au village ne fait pas l'effort d'aller chercher le pactole en fait en France, c'est un naze. Enfin, c'est un abruti, il est déconsidéré, quoi, parce qu'il n'a pas c'est moi l'expression, mais les couilles d'aller tenter de franchir le détroit de Gibraltar ou whatever. Et il y a vraiment un opprobre autour de ça. Celui qui reste, c'est quoi? C'est qu'il est handicapé, quoi. Et celui qui rentre, c'est encore pire. Celui qui rentre, là, c'est vraiment le rejet, c'est l'égoïste qui n'a pas voulu continuer de nourrir tout le monde, quoi. Mais, pardon, je fais une toute petite parenthèse, mais c'est pour aller dans ce sens-là et toujours avec les mêmes exemples. C'est-à-dire quand on dit, voilà, ces gens-là sont là parce que ils veulent de l'argent, un travail, etc. Alors on sait que c'est des sommes dérisoires, que c'est un travail clandestin, etc. Donc, mais peu importe, juste dit comme ça, il y a plein de gens qui trouvent ça gênant, scandaleux, etc. Quand on sait sur place quelle économie ça génère, c'est-à-dire quand on sait la part d'argent qu'ils envoient, quand on sait le nombre de personnes que ça fait vivre, c'est complètement fou, c'est entre 20, 40 personnes, enfin, là tout de suite, l'enjeu paraît beaucoup plus... L'enjeu tout d'un coup il est colossal et on ne peut plus, nous, dans nos petites vies relativement confortables, on a un peu plus de mal à trouver ça scandaleux à ce moment-là, quoi. Donc c'est toujours comme ça, quoi. Dès qu'on est dans une focale très courte, tous les discours trop simples, ils tombent tout seuls, quoi. C'est plus la peine de monter sur une barricade. Ça... Pardon. Donc, je veux dire, dans les deux cas, cette focale très courte ou le fait de coller à la peau en fait, du ou des protagonistes. Donc il y a eu un enjeu, je pense dans les deux textes, traités différemment mais essentiels, qui était de trouver leur langage, sachant que c'est alors là et j'aimerais bien si vous pouvez nous éclairer sur comment vous les avez trouvés, parce qu'effectivement, comme vous le rappelez tous les deux, c'est pas un langage qui correspond à notre expérience directe du tout. Tu veux peut-être commencer? On va changer un peu, on va casser le rythme. Moi, j'étais très... En fait, la question s'était déjà posée de manière plus aiguë que dans les romans, elle s'était déjà posée pour la borne SOS 77. C'est-à-dire que comme il s'agit de l'alternance d'un SDF et d'un contrôleur de la préfecture, la question, alors évidemment c'était trop gros, je pouvais pas mal faire parler le SDF et faire parler correctement et c'est complètement idiot. Je vais dire quelque chose d'idiot, mais vous regardez dans le métro tous les discours de SDF qui montent dans le wagon, c'est quasiment tout le temps dans un français. Alors évidemment, c'est des discours qui se reproduisent tous les uns les autres, mais peu importe, c'est toujours dans un français qui est justement... Alors je me dis, non, le faire mal parler, c'est scandaleux. Enfin, je veux dire, comme s'il ne pouvait pas avoir le bac comme tout le monde, et enfin bon. Donc je m'étais amusé à essayer de voir si je pouvais inverser les positions. Et bon, il y avait aussi quelque chose de gênant là-dedans, bon bref. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte d'un truc, c'est en allant sur place, justement, je me suis dit, pourtant j'étais seul ce jour-là, c'est au Porte-Maillot, donc là il y a 14 voies, en tout avec les bretelles, il y a 14 voies, donc c'est colossal, 400 000 voitures par jour. Et je me suis rendu compte, en fait, parce que j'étais au téléphone, qu'il fallait hurler pour se faire entendre quand on est là. Et je me suis dit, ah bon, mais s'il vit là, et que quelqu'un vient lui parler, il est obligé de hurler pour se faire entendre. Même quelqu'un qui est à côté de lui, etc. Il faut... Et quand on hurle, ça va bien à 2 secondes, mais quand on doit faire même, par exemple, la petite réponse que je fais là, si on doit la faire en hurlant, c'est insupportable physiquement, c'est insupportable pour la personne qui écoute, etc. Et donc ça transforme obligatoirement tout ce qu'on va dire, quoi.
C'est-à-dire, on va faire l'économie de certains trucs. Si on dit je me sens très seul en hurlant, ça devient une parole hyper bizarre, etc. Enfin bref. Et là, à ce moment-là, j'ai trouvé. C'est-à-dire, alors je pense que j'ai pas réussi à le tenir pendant tout le livre, mais la première prise de parole du SDF, je pense qu'elle, pour moi, hein, c'est moi, j'ai l'impression qu'elle est juste, quoi. Après, j'ai perdu un peu, je pense, la musique du truc, mais. Et donc c'était pareil pour Numéro d'écrou, c'est-à-dire comment le faire parler, quoi. C'est-à-dire comment faire pour ne pas le caricaturer, comment faire pour ne pas le caricaturer, quoi. Et c'est compliqué, et je pense que il y a des moments j'y arrive, il y a des moments c'est un peu plus neutre, parce que j'y arrivais peut-être pas tout le temps. En fait, Anissa m'avait raconté une anecdote qui m'avait beaucoup sidéré, et malheureusement, je crois, soit j'ai percuté trop tard, soit elle me l'a raconté après. Et une anecdote incroyable, étant donné le profil de la vie d'un sans-papier malien. Pendant un temps, il a habité dans un tout petit truc dans le 14e, mais il allait faire du jogging au parc Montsouris. Mais ça, c'est un vrai truc, parce que c'est impossible normalement. Donc là, il y a rien que dans ce petit truc-là, c'est-à-dire l'idée de faire du sport, il y a un truc d'intégration, c'est-à-dire d'être dans ce que font tous les bourgeois du 14e qui habitent autour du parc Montsouris. Et en fait, ce truc-là, peut-être aurait pu me donner un truc musical pour sa voix. Mais bon, encore une fois, je l'ai su trop tard, ou je sais pas. Mais c'est horriblement compliqué, parce que si ça se trouve... Bon, alors moi, j'ai pas pu le rencontrer, parce qu'il est mort avant de... Mais j'en ai rencontré plein d'autres, et il y en a plein qui parlent la même langue que moi, il y en a d'autres qui parlent une autre langue. Enfin, donc à ce moment-là, c'est terrible, parce que il m'a rien demandé, sa famille m'a rien demandé, et donc la responsabilité que j'ai de caricaturer sa vie sur juste cette question de langue, elle est un peu écrasante, quoi. Donc on essaye des choses, on bricole, on fait sur un paragraphe, et puis on dit non, ça marche pas, enfin bon. J'avoue que j'ai pas trouvé de solution radicale et systématique, quoi. Sauf pour le premier chapitre. Enfin, je pense que justement, ça rejoint ce que tu dis. Je me suis évidemment beaucoup interrogée sur la manière de le faire parler, puisque effectivement c'est une adresse, mais c'est vrai que ça reste, j'assume le fait que ça reste très écrit, c'est pas, on n'est pas véritablement dans une oralité. Et comme effectivement c'est absolument impossible, parce qu'il y a une telle disparité entre les façons de parler, suivant l'origine précise, suivant le niveau de vie, le temps de présence en France, enfin peu importe, il y a beaucoup de données qui m'intéressaient même pas d'ailleurs, parce que ça n'intervenait pas du tout dans le... Et très vite, en fait, j'ai eu envie juste d'incarner une chose. Je pense que c'est ce qui s'est imposé le plus, c'est la dignité de ce personnage, parce que je pense que c'est le trait de caractère le plus principal, en fait, de cet homme. Et une dignité qui n'est pas revendiquée du tout, mais qui est dans les faits. Et du coup, c'est imposé une langue très classique qui portait aussi, du coup, là encore, la trajectoire, le mouvement. C'est presque comme une épopée en concentré, quoi, en petit. Et bon, j'ai trouvé avec cette langue-là l'élan nécessaire pour dérouler tout le récit. Quant à Adama, qui s'impose, en fait, parce que je n'avais pas prévu au départ nécessairement qu'on l'entende, mais très vite j'en ai vraiment ressenti le besoin, et là je réponds à ce que tu me disais tout à l'heure. Alors d'abord, je suis pas d'accord sur le fait que c'est une langue pauvre. Pour moi, en tout cas, c'est pas moi ce qui m'a intéressé dans le fait de la faire entendre. C'est une langue qui incarne une vitalité énorme, mais une vitalité déracinée, c'est-à-dire que c'est de la même manière que cette gamine et comme ses copines, on n'a pas fait le lien pour elle avec leurs racines, et ça se justifie d'une certaine manière. Là encore une fois, j'ai pas de jugement par rapport à ça, c'est juste quelque chose que j'ai souvent entendu. À partir du moment où on est arrivé, on a été à l'abri, c'est fini, on n'a plus du tout parlé d'où on venait. Cette langue, elle se réinvente constamment. Ça explose. Alors bien sûr, c'est pas dans le respect de la syntaxe, mais elle est incroyablement inventive et musicale et énergique. C'est comme une revanche permanente, en fait, une façon de s'approprier au moins quelque chose, et c'est le langage. Et moi, j'ai vraiment eu besoin de ces trouées pour
pour avancer dans le... C'est presque comme des bouffées d'énergie avec quelque chose qui m'épatait en fait dans ce qui se mettait en place avec ces passages-là et qui me permettait de reprendre ensuite la narration du père. En fait, l'option réaliste, elle est presque, c'est-à-dire, bon, ça n'existe jamais, mais elle est presque impossible. Par exemple, j'avais pensé à une chose, c'est quand vous êtes au Mali, et j'imagine c'est la même chose dans pas mal d'autres pays francophones d'Afrique, très souvent, certaines personnes parlent un français très désuet. Alors ça fait sourire, tout d'un coup on entend des mots, des trucs que vraiment on n'entend plus du tout ici, ou alors des tournures de phrases. Sauf que si je fais ça va sonner faux, mais du début à la fin. C'est-à-dire, j'aurais beau dire oui, mais j'en ai croisé qui parlaient comme ça, etc. C'est drôle parce que je me suis posé la même... J'ai été tentée par ça. C'est totalement impossible. On va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette avalanche de fausses notes? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Qu'est-ce que c'est que ce... Et donc, une fois que cette option-là, elle est impossible, là, on est vraiment face à un truc qui est... C'est vrai que si tu mets trop de présentement, on a vite l'impression que c'est en train de faire une caricature. C'est Michel Leb. Ouais, voilà. Oui, le problème aussi, c'est ça. C'est que ça a été un peu... mais c'est très compliqué. Hein, donc, on trouve ce qui permet d'avancer dans le texte, en fait. Et on s'y tient avec des doutes en permanence. Hein. Je pense que les doutes, on les a pendant, on les a après. J'ai une question qui n'était pas du tout prévue, parce que tout a été répété minutieusement. Au mot près. Est-ce que vous avez été tenté à un moment pour ces questions de langage de lire attentivement, mais dans l'optique cette fois d'écriture, ce que font des auteurs africains en fait? Moi non, mais... Oui, moi je l'ai fait, j'ai rencontré enfin je veux dire, j'avais déjà rencontré des auteurs et je l'ai fait, mais là aussi après c'est compliqué de prendre ça comme des témoignages, et là aussi ce serait un peu les prendre de haut que de prendre ça comme des témoignages. C'est de la littérature, c'est des romans, donc eux aussi sont dans l'invention d'une langue, et donc si moi je les prends comme un témoignage, je cours le risque de tout d'un coup de me dire, enfin quelqu'un qui va me dire mais d'où ça vient ce mot-là, c'est n'importe quoi, enfin bon. Donc il faut bien continuer à les prendre comme des auteurs et non pas comme des locuteurs, quoi. Je pense à un cas qui est flagrant de ce que tu décrivais à l'instant, c'est Cossy et Fouille, en fait, dans Solo d'un rebelle, où ces personnages parlent, enfin ces vrais personnages en fait, donc ces narrateurs et ceux qui font le bouquin parlent tout à fait normalement, c'est-à-dire il n'y a pas du tout d'africanisme et tout, éventuellement il y a quelques mots par-ci par-là mais qui correspondent à une réalité locale. Mais en revanche, dès qu'il fait intervenir un sergent instructeur qui lui est chargé justement de former après une guerre civile, c'est le rassemblement, hein, ça pourrait être la Côte d'Ivoire, ça pourrait être le Rwanda, hein, après la guerre civile, quand il faut qu'on pardonne et qu'ensemble on fasse la nouvelle armée. Là, le sergent instructeur, c'est énorme parce que c'est un excellent livre. Et c'est vrai que là, il y a ce jeu, mais qui est utilisé par Cossy et Fouille comme une forme mais superbe d'humour décalé, qui fait en fait un sergent instructeur en train de faire l'africain. Mais Cossy, il est fou et il est génial. Donc c'est pareil, on peut pas s'appuyer sur ses livres comme sur des documents. C'est pas et on peut pas ramener la personne à... Je veux dire, si on va à côté en se disant tiens, je vais écouter des Français parler, on va avoir autant de français que de langues, enfin ça marche pas. Donc c'est à la fois un truc donc d'oreille interne d'une certaine manière, et en même temps c'est la grande tentation quand on fonctionne à partir de l'oreille interne, c'est de faire de la littérature, et là c'est une autre catastrophe, quoi. Donc en fait c'est à la fois il faut être attentif à la justesse des phrases, en même temps il faut essayer de se détourner le plus possible de tout ce qui pourrait ressembler de trop près de la littérature. C'est plein d'écueils, et moi j'avoue, en plus les deux livres je les ai écrits en l'absence des deux personnes concernées, quoi. Ghetto, on n'a pas réussi à le retrouver, et puis Idriss il est mort, donc dans les deux cas j'étais obligé d'oser vraiment le travail de fiction et d'invention. Mais c'est vrai que toi c'est particulier parce qu'il y a la contrainte au départ, et le fait quand même que ça s'appuie sur des personnages réels, et c'est complètement différent. Et tu as dû énormément te poser de questions. Je pense que c'est... J'ai surtout pas trouvé de vraies réponses. Oui, je pense qu'il n'y a pas de... C'est soit tu leur donnes la parole directement, soit à partir du moment où tu es dans un travail d'écriture qui s'appuie sur ces vraies personnes,
Et puis même leur donner la parole, enfin pardon si on reste trop longtemps sur ça, mais c'est même leur donner la parole, par exemple, imaginons, Anissa, elle a fait beaucoup d'entretiens qu'elle enregistrait comme une sociologue. Si je retranscris ces entretiens, donc par exemple en essayant de reproduire toutes les élisions mais moi des élisions j'en fais encore plus qu'eux, quoi. Enfin je veux dire, donc tout d'un coup ça va faire... Fixer ça sur le... ça va être atroce sur le papier, non, mais alors que pourtant c'est bien ce qu'on a entendu, mais ça va être atroce sur le papier parce que nous tout de suite on va penser à Céline, alors qu'il ne s'agit pas de Céline. Non mais les pièges sont infinis, quoi. Mais si on n'avait pas, enfin je veux dire, si on n'aimait pas ces pièges-là, on les ferait pas les bouquins. Hein. C'est aussi parce que il n'y a pas de question il n'y a pas de question plus passionnante que celle-là, quoi. C'est d'essayer de choper quelque chose de la vie de quelqu'un, et évidemment c'est par le langage que ça va se jouer. Et moi j'ai trouvé que par rapport, enfin voilà, à la façon dont tu as cherché, enfin ce chemin, quoi, ce chemin de justesse, hein, dans quelque chose qui était de l'ordre, qui en tout cas se présentait comme du dialogue réaliste, quotidien, et bon, il y a la présence de ton tiers, enfin dont on pourra peut-être dire un mot tout à l'heure, enfin qui pour moi joue un rôle essentiel, justement, en permettant soit de rétablir un équilibre quand il est compromis, soit d'apporter justement une dimension essentielle que les personnages ne pourraient pas de façon réaliste mettre en œuvre. Mais en revanche, je trouve que Carole a choisi une voix que moi au départ j'ai trouvé qui résonnait pour moi et vraiment avec une modulation en fait de l'ordre du conte africain, c'est-à-dire où justement on utilise une mécanique où il y aura nécessairement de la répétition de motifs, de la répétition de choses, et qui donne une forme de musique qui s'impose, mais qui n'est pas une musique justement du tout joyeuse, qui est de l'ordre de la mélopée, de quelque chose d'extrêmement lancinant, et que là en fait il y avait vraiment un langage qui correspondait parfaitement à ce projet-là. En tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, d'où après je ne sais pas s'il faut appeler ça musicalité, s'il faut appeler ça théâtralité, au sens où ça peut se déclamer, enfin tu vois, sur une scène comme... et en tout cas, ça m'a frappé que là, justement, on s'écarte complètement du dialogue réaliste. On n'est pas là. Oui, c'est pas la question. Comment tu as eu, construit en fait c'est très très mystérieux. Je suis incapable. Je pense que même si c'est vrai que c'est une littérature que je connais pas, et même les contes africains, même dans l'oralité elle-même, c'est vraiment pas quelque chose que je connais bien, mais nécessairement j'ai été, tu vois, à un moment ou à un autre touchée par ça, donc j'avais peut-être ça en tête. Après, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui est commun à tous les migrants, justement, enfin tu vois, le fait de raconter ou de ne pas raconter, mais peu importe, cette histoire d'un déplacement, d'un arrachement, ça devient, on est tout de suite dans la légende, enfin tu vois, ou en tout cas c'est comme ça moi que je l'ai imaginé. Et puis après, il y a le plaisir de l'écriture. C'est vrai qu'il y avait l'envie qu'il y ait quelque chose effectivement de musical, hein, qui soit à la fois comme une incantation, parce qu'il ne faut pas oublier que ce père s'adresse à sa fille et s'adresse à elle en vain, trop tard, enfin en décalage en tout cas. Donc il y avait le fait d'envoyer aussi les mots, de les lancer dans la nuit, enfin dans l'absence de sa fille, avec au départ une colère. Et en fait, vraiment, moi, l'écriture a été au fur et à mesure nourrie de ce que j'arrivais à ressentir de la situation de départ et de la façon dont elle évolue. Il est en colère au départ et petit à petit il est rattrapé finalement par cet amour qu'il a pour sa fille, et c'est plus que de l'amour, c'est elle qui le fait exister, il n'existe que pour elle, que pour sa survie à elle, et c'est ce qui prend la place petit à petit. La colère retombe très vite, en fait elle est vraiment dans le début il l'interpelle vraiment au départ, et puis très très vite, à partir du moment où il reconstitue, il revient sur ses pas, il est rattrapé par cet immense amour et par quelque chose qui est presque maternel vis-à-vis d'elle. Et la langue, du coup, est complètement nourrie de ça. Ah, mais je trouve que ça... il se trouve que, pour diverses raisons, hein, mais j'ai lu vraiment ces dernières années des dizaines et des dizaines de contes d'Afrique de l'Ouest, hein, de différents pays, de différentes ethnies.
Et c'est frappant à quel point justement la mécanique en fait du conte, y compris celle qui est proprement interne au conteur, hein, qui est en fait marginalement destinée au public, qui sont notamment ce qui permet au conteur de reprendre des forces, à la fois physiquement et psychologiquement, c'est-à-dire donc des éléments de réassurance, c'est-à-dire où il se redit son propre discours, parce que c'est lui qui doit renforcer avant tout pour pouvoir continuer à conter, y compris quand les contes deviennent atroces, parce qu'il y a des moments où les contes deviennent atroces. Et là, je trouve que c'est pour ça que Feu pour Feu a vraiment ces aspects de... Moi, ça m'a frappé, c'est à la fois pas du tout un conte africain, et ça en présente un tas de caractéristiques. Mais tant mieux, moi ça m'a fait très plaisir que tu dises ça, parce que c'est absolument pas, c'est pas calculé, donc ça m'aurait gêné sinon, parce qu'on est à ce moment-là, on tombe dans l'imitation, ou à la manière de, je ne sais quoi, mais je suis très heureuse de ça, parce que moi je crois au fait d'être traversée par ça d'une manière ou d'une autre, et de... c'est vraiment il y a une... comment dire, quelque chose qui s'impose du coup à partir du moment où je sais pas, est-ce que j'ai trouvé ce chemin-là qui s'est imposé parce que j'abordais ce monde-là, je sais pas, encore une fois, ça c'est vraiment quelque chose qui m'échappe complètement. C'est vrai qu'en plus, je réfléchis pas beaucoup quand j'écris ou avant d'écrire, j'avoue. Après coup, je me pose des questions et du coup, je suis rattrapée par des angoisses terribles et des questions de légitimité, mais sur le moment, ça part vraiment de l'intuition, de choses qu'on capte comme ça, même souvent très inconsciemment. Mais ce que tu dis, du coup, je le prends comme un élément en tout cas qui m'apaise beaucoup par rapport à ce que j'ai fait. Et puis ça trouve une logique, je trouve, parce qu'une chose qu'on peut évoquer peut-être, parce qu'on s'approche de boire. Une chose qui est importante, c'est qu'il y a, et ça, comme beaucoup de thématiques, en tout cas pour lire, heureusement après coup, hein, le travail d'Arnaud, il y a énormément de choses dans ces Bécourt-Chambord, donc je le mentionne. S'il y a des personnes qui s'intéressent, je vous encourage vivement en fait à le lire, parce que c'est le genre de matériau qu'on a quand même assez rarement l'occasion d'avoir sous la main, quand on s'intéresse en tant que lecteur à l'écriture. C'est un journal de résidence, donc qui correspond à la période d'écriture ou de finalisation peut-être plutôt de numéro d'écrou. Au milieu. Et qui raconte les doutes, le questionnement en fait d'Arnaud pendant cette écriture. Donc ça pose un tas de questions, ça essaye d'y apporter des réponses, parfois ça les apporte, parfois ça se contente d'échouer mieux, comme dit Claro, et c'est tout aussi passionnant. Et vraiment c'est très impressionnant. Et il y a un point en fait, parce que je trouve que ça tombe pile exactement entre vos deux œuvres, c'est que du fait de la première expérience avec la borne SOS 77, tu as cherché le plus que tu pouvais à éviter la redondance par rapport à l'image. Donc à faire un texte qui surtout, à aucun moment justement ne se mette à avoir une mécanique de redondance ou de rythmique. Alors qu'au contraire, Carole, même sans l'arrière-monde en fait du conte africain, comme c'était une adresse, ne serait-ce que pour les raisons de vertu pédagogique, etc., il y a au contraire un travail de répétition volontaire de quelques points clés, de répétition amplification. Et je trouve est-ce que cette question de la redondance est quelque chose qui vous occupait dès le début de l'écriture, ou est-ce que elle est venue ensuite en cours de route? Ouais, en fait, elles sont pas au même plan, parce que Carole, comme tu viens de le dire, c'est un truc rythmique dans le texte. Moi, c'est plus un truc par rapport à ce que disent les photos et le texte, quoi. C'est-à-dire, moi, mon obsession, c'est qu'on fasse vraiment le livre à deux, c'est-à-dire que les photos soient pas là juste pour illustrer, parce que malheureusement, je pense que la borne, on peut publier le texte tout seul et on peut publier les photos toutes seules. En fait, je pense qu'on est justement, les photos sont un peu documentaires et c'est des photos prises porte-maillot. Et mon texte, il a un horizon documentaire assez clair et il se passe porte-maillot, etc. Donc on est vraiment sur le même terrain, quoi. Donc avec le recul, c'est ce qui m'a permis de dire que voilà, peut-être que là, il y avait quelque chose qu'on n'avait pas réussi complètement tous les deux, quoi. On était trop au même endroit et que donc c'était pas deux voix qui se complétaient et qui faisaient le livre ensemble.
Donc ensuite, quand on a commencé le numéro d'écrou avec Anissa, on s'est dit, il faut à tout prix, enfin moi là pour le coup c'était mon obsession à moi, il faut à tout prix que tu racontes une histoire, que je raconte une autre partie de l'histoire, quoi, et que ce soit en les mettant ensemble qu'on obtient un panorama vaste et complexe. Donc, alors que chez Carole, pour le coup, la redondance, elle est musicale, elle est rythmique, elle est pour insister, alors que moi, le danger, là, en l'occurrence, c'est une forme de lourdeur. Là, c'est pas le cas, c'est un truc musical, quoi. Mais moi, la lourdeur de ce dispositif-là, elle me terrifiait, donc je voulais à tout prix. Et donc c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que, bon, d'abord il y a une distinction géographique, c'est-à-dire que les photos qu'on a finalement sélectionnées concernent plus quand même le Mali que la vie en région parisienne, alors que mon récit, lui, est plus en région parisienne. Donc déjà, on avait deux territoires très concrètement différents. Et puis ensuite, elle est beaucoup plus focalisée sur Idriss et sa famille, alors que moi, tout l'effort du texte, c'est au contraire d'essayer de montrer que comment cette vie, elle correspond aussi à des destins collectifs et non pas simplement à une tragédie individuelle, quoi. Donc moi, j'essaye d'écarter le truc, tandis que Anissa, elle invite à regarder plus précisément sa famille, le corps d'Idriss. Et je trouve que c'est vraiment je ne les ai pas tous lus, mais un des plus réussis de ce point de vue-là. Je pense quand même que les textes et les photos pourraient exister séparément, mais il se produit quelque chose quand on arrive aux photos. Je te l'avais dit d'ailleurs quand je l'avais lu la première fois, on a envie de relire le texte en ayant les photos en tête, mais ce qui n'est pas nécessaire à la lecture, mais ça apporte encore une autre lecture, et il y a une espèce de mouvement comme ça, de balancier qui est génial, parce que il y a encore autre chose qui flotte un peu, qui a encore peut-être un autre récit, un autre sens, et il est vraiment très très réussi de ce point de vue-là. On voit bien aussi que du coup les données de départ sont pas du tout les mêmes. Là, il y avait des contraintes, il y avait une commande, c'est un exercice particulier qui est effectivement plus très casse-gueule, je pense, d'écrire autour ou avec des photos. C'est passionnant, mais là, c'est moi avec moi, quoi. Qu'est-ce que je fais de ce texte et comment et la redondance, elle est effectivement à la fois peut-être pédagogique, même si c'est pas du tout c'est pas volontaire, mais je pense que c'est surtout elle incarne aussi le ressassement du père et le côté impuissant face à sa situation, et donc voilà, il est régulièrement rattrapé par les motifs principaux, et puis oui, une histoire de musique tout simplement vraiment importante. Et ma dernière question, c'est vous avez commis en fait deux textes qui sont courts, qui sont violents, qui sont extrêmement intenses. Comment ils continuent à vous habiter ou pas sur vos prochains projets? Est-ce que vous arrivez à les surmonter? Parce que c'est quand même des condensés je peux répondre d'intensité. Parce que moi, j'arrive pas du tout pour l'instant. Donc, en fait, effectivement, c'est, je crois, le texte le plus court que j'ai écrit, mais j'ai mis autant de temps, voire plus, que des textes beaucoup plus longs. Et je n'arrive pas du tout à passer à autre chose pour l'instant. J'ai envie éventuellement de l'adapter pour le théâtre, enfin, de continuer à faire des choses autour de ça. Mais en fait, je me sens parfaitement bien là, dans cette écriture-là, et j'ai à la fois une idée de rester là où on est bien, et puis là, pour l'instant, je ne vois rien pour la suite, mais ça viendra. Donc, les projets qui commencent un peu à se dessiner sont quand même essentiellement liés à ce texte. Et moi, là, moi, je suis aidé par le fait que c'est une collection particulière, etc. Donc, c'est un peu plus facile peut-être d'en sortir. Et non, moi, j'ai un projet de roman voilà. Oui. Au moins c'est clair. Mais comme tu disais tout à l'heure, on ne peut pas exclure qu'il réapparaisse, de même que tu ne te souvenais plus qu'il y avait le Mali dans Je suis une autre. Mais je me souviens plus déjà avoir dit ça tout à l'heure. Il est temps que tu te reposes un peu. Mais qu'est-ce que j'ai dit d'autre tout à l'heure? C'est l'écriture pour lutter contre l'amnésie. C'est à ça que ça sert, l'écriture. Bah peut-être pas justement, parce qu'une fois que c'est fixé... C'est vrai, oui. non,
Il y a encore des questions politiques parce que mais c'est pas directement là. Pour le coup, c'est pas directement lié à des questions d'immigration. Pas directement. Et juste pour boucler la boucle, en fait, moi j'ai envie d'une commande maintenant. Je pense que c'est ça qui me ferait passer à autre chose. Voilà, je l'essaie de... Je sens que c'est ce qu'il me faut, en fait. Et en plus, c'est toujours intéressant, les commandes. On va là où on ne serait pas allé forcément seul, enfin... Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci beaucoup.